ce matin. On refait le Cameroun. On refait le Cameroun. La question des revendications des enseignants reste toujours prégnante. Et ce matin, on évoque, madame, monsieur, la problématique des revendications des enseignants. Vu comme crise sociale, quelles sont les caractéristiques des crises sociales? Comment on les résout? Quelles sont les attitudes les plus adaptées pour faire face aux crises sociales? Les craintes actuelles d'une transformation de la crise en une déstabilisation sont-elles justifiées? Comment éviter justement qu'une crise sociale bascule? Quelles sont les différences notables entre une crise sociale et d'autres crises, notamment les crises politiques, économiques, les crises sécuritaires? Et pour en parler ce matin, madame, monsieur, nos invités en studio, comme chaque matin, professeur Thomas Atenga, il est professeur titulaire de sciences de l'information et de la communication, des sciences de l'information et de la communication. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Popsi. Voilà, vous êtes, on va le dire également, enseignant à l'université de Yaoundé, de Douala, plus précisément, de Douala. Et puis, avec nous également ce matin, Dr Jeunesse Woguin, elle est anthropologue, enseignante également à l'université de Douala, secrétaire à la presse et à la communication du syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Rico-Poussi. Voilà, je rappelle que le SINES vient de commettre un communiqué qui a valeur de préavis de grève pour le 2 juin prochain. Quelques mots, vous me dites de quoi il s'agit? Le SINES a tout d'abord apporté son soutien et continue de le faire à l'endroit du collectif OTS. On a trop supporté. Et à la suite de ce communiqué, on s'est rendu compte que lors de la rencontre avec les différents ministères concernés par les enseignants qui revendiquent autant pour moi leur dû en termes de salaire, matricule et avancement. Le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas été convié à cette réunion en la personne de monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Et donc, on s'est rendu compte que parce que nous faisons preuve en tant qu'enseignants du supérieur d'un sens de responsabilité, on n'a pas été convié alors qu'on a les mêmes problèmes, on a plus ou moins les mêmes problèmes que ceux des enseignants du primaire et du secondaire. Il était donc important que le syndicat rappelle aux différents responsables concernés que notre dette académique doit être prise en compte en termes d'heures complémentaires, encadrement de mémoire de master, de thèse, ainsi que les soutenants de thèse et, on va le dire, le gros dossier des vacations. Donc, on leur donne suffisamment de temps pour pouvoir préparer. Il faut dire qu'il y a une petite avancée parce que le secrétaire général a été convié plus d'une fois déjà à une réunion au ministère. Tout simplement, nous voulons, en tant que syndicat, éviter que ce ne soit un dilatoire. Donc, c'est, on va dire, une espèce de garde-fou. D'accord. Parce que ça fait des années c'est plus de 2 décennies déjà qu'on promet de payer cet argent dû aux enseignants à travers la caisse d'amortissement autonome et rien n'est fait. Donc, nous continuons de tendre la main au gouvernement en ce sens où il a jusqu'au 31 mars pour pouvoir nous donner un échéancier permettant de savoir qui sont ceux qui seront payés à telle date et qui sont ceux qui seront payés à telle autre date. Autrement, si les enseignants entreront en grève dès le 2 juin. 2 juin 2022. Également avec nous en ligne ce matin, monsieur Jean Takoukan. Il est syndicaliste enseignant de la première heure, membre fondateur du SINES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, et de la FESER, la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la formation, dont il demeure secrétaire national des affaires juridiques et aux droits de l'homme, professeur de traduction au programme de master professionnel à Yaoundé 1, l'université Yaoundé 1, et puis au chef de cabinet du SDF, ministre de l'éducation et de la formation professionnelle, cumulativement avec le poste de secrétaire national au bilinguisme, à la traduction et à la diversité. Bonjour à vous, monsieur Tatakoukan. Bonjour, monsieur Fopossi, bonjour, et merci de m'avoir invité de si loin à participer à ce débat qui me concerne en ma qualité d'enseignant, de syndicaliste et de quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter pour que les enseignants soient heureux. Et ça ne m'a pas fait que du bien. Je n'ai pratiquement pas eu de carrière parce que j'ai été trimballé du nord au sud dans tout le pays à cause de mon engagement syndical et mon engagement pour le bien-être
des enseignants et de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Alors, vous, il faut également le rappeler, hein, vous êtes, comme vous l'avez dit, un syndicaliste de la première heure. Et comme chaque matin, Moro Benga, notre consultant, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à nos auteurs, nos invités. Et je conduirai ce débat avec vous, Hermine Mailly, comme chaque matin. Alors, Monsieur Gougan, je commence par vous. Hein. Vous parlez de crise sociale et de thérapeutique de l'amputation, et vous dites que l'histoire et les faits ne cessent de rappeler au gouvernement qui affectionne la thérapeutique de l'amputation que les crises sociales sont comme des cancers. Expliquez-nous ce que vous voulez nous dire. Bon, je veux dire, les crises sociales comme des cancers. Quand un cancer commence, lorsqu'on le détecte dès le départ, et on va chez le médecin, et on se fiche bien, on soigne. On peut même enlever le morceau de cancer. Mais lorsqu'on attend trop longtemps, le cancer développe ses métastases et finalement tout le corps est touché et tout ce qu'on peut faire c'est l'amputation. Mais quand on ampute même, après le corps est déjà touché et vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc pour les crises sociales, il faut essayer de les résoudre dès le départ. Si vous continuez comme on fait au Cameroun avec la méthode de pourrissement, vous risquez de voir que tout le corps social est pourri et vous arrivez à un point de non-retour où toutes les méthodes, toutes les solutions que vous apportez sont trop peu et trop tard et on entre dans un cycle de perturbation et de bouleversement qui peuvent avoir des conséquences trop graves. Alors, professeur Thomas Tanga, est-ce que, rebonjour à vous, est-ce que, avant de comprendre comment les crises sociales doivent être résolues, doivent être traitées, est-ce qu'il n'est pas de bon temps de commencer par définir ce qu'est une crise sociale? Disons que le mot crise est un mot valise aujourd'hui. Dans crise, on met beaucoup de choses. Oui. Pour revenir à celle qui nous mobilise ici, moi je pense que c'est une crise qui est latente depuis pratiquement les années 90. Avec le phénomène de la dérégulation, privatisation d'un certain nombre de choses, l'État a fait ce qu'on appelle en sciences politiques une décharge. L'État s'est déchargé sur les Camerounais, a abandonné l'école publique au profit de la marchandisation de l'éducation. Donc la crise que nous vivons aujourd'hui est à la fois structurelle, c'est-à-dire dure depuis des années, c'est une crise au long cours, aujourd'hui qui dégénère en ce qu'on appelle un mouvement social. Mouvement social, on a trop supporté, très morte. Qu'est-ce qu'un mouvement social? C'est-à-dire c'est une colère publique pour amener l'autorité en charge de l'intérêt général d'inscrire un problème dans son agenda. Non pas seulement de l'inscrire par l'intimidation, la force, mais surtout d'y apporter des solutions favorables aux groupes qui revendiquent à bon droit. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons passé le stade de la simple crise au stade de mouvement social. Donc il y a une différence entre une crise et un mouvement social. Absolument. Oui, et donc on voit très bien que pour ce qui est des enseignants, il y a rapidement, on va le dire ainsi, des soupçons d'une instrumentalisation, d'une déstabilisation, d'une main qui serait derrière et dont l'objectif final serait de prendre le pouvoir. Je veux dire, est-ce que tout cela, ça se tient? Non, ça ne peut pas se tenir, évidemment. L'approche complotiste qui veut voir en toute colère publique d'un Camerounais qui revendique ses droits les plus fondamentaux, des velléités de déstabilisation, évidemment, c'est une approche que beaucoup d'intellectuels organiques soutiennent. Mais, à la vérité, un mouvement social, c'est un mouvement qui se fonde sur le droit légitime d'une corporation ou d'un groupe d'individus à revendiquer ce qui est essentiel à leur, non pas seulement survie, mais à leur expression citoyenne, professionnelle, et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, en fonction de la nature des réponses que celui qui est en charge de l'intérêt général apporte, le mouvement social peut dégénérer en autre chose. On l'a vu au Burkina avec le ballet citoyen, on l'a vu en RDC avec la lucha, etc. Donc nous ne sommes pas en l'espèce dans une configuration de quelque chose de on va dire, d'inédit. Les mouvements sociaux existent dans tous les pays, mais c'est la nature des réponses que ceux qui ont en charge l'autorité, l'intérêt général apportent, qui font que le mouvement social peut dégénérer, soit en une crise finalement incontrôlable.
Ou alors, évidemment, si les réponses apportées sont favorables aux intérêts de la corporation, évidemment, le mouvement social va s'arrêter. Oui. Alors, justement, vous utilisez un terme de la corporation. Il y a, évidemment, c'est une revendication corporatiste. Absolument. Corporatiste. Et donc, si on prend le point de vue du gouvernement qui estime que des efforts ont été faits, des promesses ont été faites, et que sur la base de ces promesses, il ne comprend pas pourquoi ça continue la grève. Évidemment, quand vous avez en face de vous un État qui a perdu, n'est-ce pas, toute confiance de ses citoyens, vous comprenez que ce qu'on appelle le syndrome de Saint Thomas soit quelque chose de partagé. Les gens attendent de voir là, dès le 25, avant de croire. Voilà, dans leur compte bancaire, dans la fiche de paye, tout ce qu'ils revendiquent, pour croire que le gouvernement a prêté une oreille attentive à leurs revendications. Autrement, évidemment, nous sommes là dans des manœuvres dilatoires, ça dépendant que d'autres se tuent au travail, d'autres vivent grassement sur l'effort des autres. Oui. Alors, docteur Ouga, est-ce que ces revendications des enseignants, telles qu'on voit avec l'opération Crémorte, est-ce qu'il y a des caractéristiques, justement, qui font en sorte que l'on soit dans quelque chose aujourd'hui de particulier? On ne peut pas dire que c'est vraiment particulier, mais la particularité peut être vue dans le sens où c'est un corps qui est en train de se plaindre. Mais lorsqu'on observe au niveau du Cameroun, tout récemment, ce sont les médecins qui ont, enfin le corps médical qui a essayé lui aussi de poser ses problèmes de revendication, toujours des avancements, des conditions de travail et autres, et même des affectations disciplinaires. Mais on a observé que depuis hier, c'est le ministre de la Santé qui a rappelé à ses collaborateurs d'apporter de remplir un certain nombre de conditions pour s'assurer que leurs avancements sont en train d'être véritablement pris en charge. Donc je dis, on ne peut, comme le professeur Atenga l'a dit, on ne peut pas être surpris par ce mouvement parce qu'on a effectivement dépassé l'étape de la crise. Et donc, ces universités alimentaires doivent vraiment excuser les enseignants. Parce qu'on sait de quel bord ils sont, on sait pourquoi ils le font, et cela ne les honore pas du tout. Parce que vous pouvez juste regarder la une de Nouvelle Expression de ce matin. C'est suffisamment parlant pour qu'on ne soit pas sensible à la précarité dans laquelle a été réduit, on va dire, les fondateurs de notre société. Parce que tous ceux qui les briment aujourd'hui, les humilient, ont été enseignés. Donc c'est vraiment... c'est plus qu'indigeste. Mais je veux dire que pour cette crise-là, avec les enseignants, on voit très bien que le gouvernement est habitué, généralement, lorsqu'il y a une grogne, lorsqu'il y a un mouvement de colère, d'appliquer un schéma. On invite les leaders, on discute avec eux, on propose des solutions, et puis le mouvement s'arrête. Est-ce que celui-ci, il a une particularité qui fait en sorte que ça perdure et tout le reste? Je parle de particularité. Qu'est-ce qui fait que cette crise soit autant longue sur le temps? Il faut dire qu'à un certain, par rapport à la corporation, il y a certains responsables des syndicats qui ont, on va dire, échoué, en ce sens où quand ils sortent d'une réunion, on tient des promesses, on remet les enveloppes. Ils ne perçoivent pas que l'enveloppe qu'on leur a remis correspond aux frais de mission. Vous êtes parti de Douala, de Maroua, Ponga-Ondéré pour prendre part à cette rencontre. Pourquoi quand un ministre vous remet une enveloppe, vous vous dites que c'est pour que le mouvement prenne fin? Mais c'est à chacun de développer ses stratégies. Or, ici, on a observé que non seulement il n'y a pas un seul leader qui s'est démarqué, mais aussi les problèmes que les enseignants de Douala ont sont différents des problèmes de celui qui est à Kolofata, à Tcholiré. Donc, c'est chacun qui a ses problèmes et on se rend compte que ces problèmes concernent au final l'ensemble des enseignants, excepté ceux qui sont entrés par clientélisme, parce que le frère est quelque part, il s'est dit que ok, en m'associant aux collègues, à la revendication des enseignants, je risque gros, ou on peut me sanctionner. Donc il y en a plusieurs comme ça, mais la majorité est fondamentalement concernée par ce qui se passe. Et je vous l'ai dit tantôt, il y a une crise de confiance entre ceux qui nous gouvernent et la population. Et donc, il y a eu des promesses.
promesses. On se souvient des enseignants indignés de 2017. Les mêmes promesses ont été faites. Mais est-ce que ces promesses ont été tenues? Elles n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, les enseignants continuent à attendre une solution concrète. On est dans l'effet des annonces. On annonce plusieurs choses. On est d'accord avec. Mais il est important qu'on ait du concret. Parce que s'il n'y a pas de concret, il est important que ces enseignants continuent à débrayer. Moi, je dirais même à ces enseignants qu'ils aillent, comme ils sont en train de le faire en classe, ils enseignent ce que c'est que le droit à ces enfants-là, pour qu'ils comprennent et qu'ils apprennent aussi à défendre leurs droits. Qu'ils apprennent à ces enfants, qu'ils expliquent à un enfant de l'école primaire, mon fils, vous voilà, vous êtes à la maison, vous avez faim, maman prépare. La nourriture est là, mais elle vous dit que vous allez manger. Nous sommes mardi, mais maman vous dit que vous allez manger cette nourriture, mais jeudi alors que vous avez faim. Est-ce que c'est normal? Juste de mots simples. Donc, c'est une opportunité que les enseignants doivent absolument saisir. Parce que les gens veulent nous donner l'impression que on n'est pas assez responsable parce qu'on veut mettre en péril l'avenir de ces enfants-là. Oh que non. C'est une opportunité pour ces enseignants, non seulement d'être réhabilités en tant qu'humains, parce que ces gens ont été essentiellement déshumanisés, ce qui est un scandale pour notre pays. Donc, qu'ils fassent leur travail. Tout le monde fait un revirement dans le droit avec des termes élémentaires que chacun comprendra. On n'aura même pas besoin de demander, on n'a même pas besoin de demander à ces enfants d'aller dans la rue. Ce n'est pas ce que les enseignants recherchent, mais qu'ils comprennent le pourquoi de cette grève. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de recevoir des enseignements depuis un certain temps? Et que, parce que celui qui est en train d'instrumentaliser ici, ce ne sont pas les populations, mais c'est plutôt l'État. Parce que c'est même une insulte de dire que des gens qui ont été à l'école sont en train d'être instrumentalisés. C'est par manque de mots qu'ils reconnaissent qu'ils ont manqué à leur devoir et qu'ils rétablissent ces enseignants dans leur dignité. Oui, docteur Jean-Yves Bonguet, vous avez tantôt parlé du clientélisme à outrance. Vous avez évoqué justement ces branches d'hôtesse où on retrouve des gens qui sont représentatifs, qui disent être représentatifs de la corporation avec des propos qui ne sont pas en adéquation avec l'ensemble majoritaire de ces mouvements. On a vu le communiqué du MinSanté, vous l'avez évoqué également, ces syndicats qui très souvent reçoivent des enveloppes, même au niveau du MINSUP, où vous n'avez pas été impliqué dans les différentes démarches dernièrement. Est-ce que le caractère complexe et genre de la crise actuelle n'est-il pas à l'origine des formes de coordination improvisées auxquelles nous assistons? Mais il me semble que lorsqu'on a en face de soi des représentants qui ne jouent plus leur rôle, on est obligé de s'organiser autrement. Et c'est ce que le collectif OTS a compris. Parce que on observe bien que certains leaders de 2017 n'ont pas joué le jeu en portant la cause de la collectivité. Ils ont omis le un pour tous, tous pour un. Et lorsque c'est ainsi, on se désolidarise du mouvement pour créer autre chose, parce que le collectif en soi n'est pas une mauvaise chose. Si les syndicats font essentiellement leur travail, on aura d'un côté les syndicats qui défendent la même cause que le collectif, et le collectif aussi qui va venir en appui pour mieux revendiquer pour tout le monde. Mais on observe que ce n'est pas le cas. Mais quand vous dites que nous, on n'a pas été associés, c'est pas nous en tant que syndicat. C'est nous, enseignants du supérieur, à travers le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, parce qu'on n'a pas été associés, parce que jusqu'à preuve de contraire, le SINES, malgré tout ce qu'on essaye de faire pour déstabiliser le mouvement, tient. Parce que le SINES a sa feuille de route. Il n'a pas du tout l'intention de se laisser acheter par qui que ce soit. Et c'est vrai que dans une corporation, il y a toujours des gens qui viennent pour autre chose. Mais le SINES a sa feuille de route et tient absolument à respecter cette feuille de route. Nous travaillons avec plusieurs membres du collectif. Parce que ceux qui sont dans ce collectif et qui savent exactement où ils veulent aller, nous sommes d'accord avec eux. Et nous comptons en tant que syndicat former un seul corps, parce que l'enseignant du supérieur, c'est comme le toit. Si la fondation est mal faite, actuellement nous recevons des étudiants, on va dire de très mauvaise qualité, d'un niveau
indescriptible. Exactement. Vous avez un étudiant qui ne peut pas vous former une phrase, sujet, verbe, complément. Et donc, il est important que notre base soit une base de qualité. Si on n'a pas cette base de qualité, on a beau avoir le diplôme, on ne fera rien après. C'est ce pourquoi le syndicat lutte. Et désormais, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Le tissu éducatif ne peut plus se laisser malmener par le gouvernement, parce que le gouvernement a fait ses preuves et nous a toujours trahis. Donc il est temps que nous-mêmes nous prenions notre destin en main. Et comme je l'ai dit déjà, en 2020, on a fait 3 mois sans aller à l'école. C'est pas pour autant que les examens n'ont pas eu lieu. Exactement. Parce qu'on veut nous brandir l'argument selon lequel l'avenir des enfants est hypothéqué. Ce ne sont pas les enseignants qui hypothèquent l'avenir des études des élèves. C'est le gouvernement lui-même qui hypothèque. Parce qu'il faut voir, que ce soit le professeur Atenga qui est là ou nous, ou moi, il y a des milliers d'enseignants qui encadrent des mémoires dans les universités d'État, qui encadrent des thèses, qui président des soutenants et qui ne sont pas jusqu'ici payés. Et c'est parce que quoi, on va souvent au-delà du rôle de l'enseignant et on se place à la place du parent en se disant, bon, cet enfant a un mémoire, on vient de nous apprendre qu'il a une bourse et cette bourse est conditionnée par l'obtention du mémoire. Il arrive qu'en 48 heures, on décide que, s'il vous plaît collègues, ménagez 3 heures de votre temps pour que ce candidat puisse soutenir. C'est parce que quoi, on pense à l'opportunité qui s'offre à cet enfant-là. Donc, je ne sais pas si le professeur Atenga a déjà reçu un copain depuis qu'il encadre les mémoires. Ah non. On a des collègues qui sont décédés, ayant encadré des centaines de mémoires. À qui est-ce qu'on va remettre leur argent? Moi, je pose la question tout le temps. Est-ce qu'on va tenir compte de ces collègues qui sont décédés? Donc, vous voyez, c'est une crise qui date, mais on s'est toujours mis du côté du parent. Donc, on ne vienne pas ici faire croire que les enseignants veulent dérouter, veulent compromettre l'avenir des élèves et donc de leurs enfants. Parce que parmi nous, il y a des collègues qui ont des enfants dans les lycées, qui ont des enfants dans ces écoles-là. Donc, c'est pas comme si nous, on n'était pas concernés, nous, en tant qu'enseignants. Parce que même l'enseignant du primaire et du secondaire, qui est aujourd'hui en grève, il a des enfants qu'il a scolarisés dans les établissements publics. Et donc, ces enfants subissent le même sort. Notre rôle est de rappeler aux parents qui nous écoutent que nous ne sommes aucunement responsables de ce qui se passe. Qu'ils donnent les conseils à leurs enfants quand ils vont à l'école et il n'y a pas cours, qu'ils restent, ils suivent les instructions des enseignants. À la fin, ils rentrent à la maison. Qu'on n'aille pas donner l'impression que nous voulons que les élèves se soulèvent. Nous voulons simplement que les élèves comprennent pourquoi les cours ont été suspendus. Parce que si l'individu ne connaît pas ses droits, il ne peut pas s'autodéterminer. Et là, on veut nous prendre pour des personnes qui ne sont pas réfléchies. Non. Parce que dites-moi comment est-ce que quelqu'un reçoit catégorie A1 ou A2, il reçoit un véhicule qui coûte au moins 40 millions. Au-delà, un enseignant demande 125 000 francs le mois d'enseignant de l'école primaire. Mais on ne s'en émeut pas, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il faut bien qu'on sache si communiquer c'est mentir ou alors sensibiliser la population pour leur dire ok, il y a eu des manquements. Moi j'ai beaucoup apprécié la sortie de Madame le ministre des enseignements secondaires qui à un moment a dit je ne suis pas syndicaliste, mais vraiment ce qui se passe est grave. Il faut absolument jeter un coup d'œil. C'est comme ça qu'on doit communiquer et non donner l'impression que non, ceux-là ils revendiquent des choses qui n'existent pas. C'est de la réalité. Donc moi j'appelle un peu, s'il y a des parents qui nous écoutent vraiment, qu'ils relaient l'information auprès de leurs enfants. L'intention des enseignants n'est aucunement de les amener dans la rue, c'est pas ce qu'on souhaite, encore moins les parents, mais qu'ils comprennent aux enfants, qu'ils disent aux enfants pourquoi les cours sont pour le moment suspendus. Et moi j'exhorte les enseignants à rester focus sur l'objectif qui est le leur. Parce qu'après ceci, il faudrait que le statut de l'enseignant soit vraiment discuté ou donc mis en application, parce que le statut de l'enseignant n'est pas mis en application. Si vous allez lire le contrat qui nous lie
dans les universités où nous sommes recrutés, on dit qu'on a droit au congé. Mais je ne sais pas si l'un d'entre nous a un jour eu droit au congé. On dit qu'on a droit on doit nous payer les frais de transport quand on est malade, quand on part d'un point A à un point B. On doit nous soigner. Tous les enseignants de nos universités ne sont pas assurés. Donc on peut même, à partir même seulement de notre contrat, on peut décider de ne plus mettre les pieds dans les amphis et les salles de cours. Mais ce n'est pas notre objectif. C'est simplement que le peu que nous demandons, qui est un échéancier permettant d'atteindre l'objectif, tout simplement. Merci, madame. Professeur Jean Takunga, bonjour. Oui, avant le professeur Bonjour. quelque chose à ajouter, professeur? Non, je dis que la description qu'elle fait exactement, on va dire, la réalité. Je vous prends un exemple. Il y a des collègues qui sont maîtres de conférences depuis 5 ans, qui sont passés professeurs titulaires par exemple depuis 2 ans, mais qui touchent encore leur salaire de maître de conférence. Si. C'est-à-dire parce que pour avoir les effets financiers de votre changement de grade, il faut faire un dossier avec 1000 pièces qu'ils sont supposés avoir et aller faire les couloirs au ministère pour qu'on daigne en fait. Donc, quand on dit que c'est systémique, c'est structurel, c'est une crise qui dure à la fois secondaire, primaire, secondaire et jusqu'à l'université. Et ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on appelle le ras-le-bol. Ras-le-bol généralisé. Là, ce sont les enseignants. Elle a décrit tout à l'heure les autres corporations qui s'éveillent à ce ras-le-bol généralisé. Parce que quand on voit, depuis 90, on a multiplié des institutions budgétivores en abandonnant l'école publique, considérée comme l'école du pauvre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a derrière ce qui se passe un choix idéologique et stratégique qui a été d'abandonner l'école publique comme l'école du pauvre et favoriser l'enseignement public où ceux qui vivent de la fortune publique peuvent envoyer leur progéniture. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez les conditions de travail, quand vous voyez les situations, on vous souhaite un jour venir faire des reportages, vous allez voir. Par exemple, quand les enfants composent. Donc, on parle de patriotisme. Là, il y a eu la crise du Covid. On nous a dit, venez enseigner, multipliez les groupes de travail, faites ceci, faites cela, on va vous payer des heures complémentaires, par exemple, pour la période du Covid. Donc, je mets au défi un collègue de nous dire si on en entend encore parler. Pourtant, nous avons donné de nous-mêmes. Beaucoup de nous ont été contaminés, infectés, soignés par nous-mêmes. Sans que jamais... Alors, les leçons de patriotisme, le complotisme qui consiste à dire qu'il suffit qu'un Camerounais se plaigne pour qu'il passe pour... je pense qu'on a assez goûté de ça. Et tout ce que les collègues du secondaire attendent et du primaire, c'est des solutions favorables à leurs revendications. Oui, je reviens vers vous, professeur Jean Takunga. Le professeur Thomas Atenga a parlé tout à l'heure de la nature des réponses. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la nature des réponses apportées à cette crise des enseignants est-elle favorable à la cessation de ce mouvement? Le vrai problème qui se pose est comment est-ce que le régime, le gouvernement camerounais perçoit d'abord l'éducation, l'école. Lorsque vous regardez d'abord la somme d'argent que l'État doit au secteur éducatif, vous connaissez notre administration, vous connaissez d'autres fonctionnaires au Cameroun à qui l'État doit autant d'argent. Vous connaissez? Ça veut dire qu'au fond, le problème que subissent les enseignants est plutôt le problème de l'école. Parce qu'au Cameroun, il semble qu'on n'aime pas l'école, parce que l'école est faite, parce que l'école incarne le savoir. Et le savoir est un contre-pouvoir. Donc, à chaque fois que les enseignants posent leurs problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le saignement et juste après, on oublie la plaie. Et ça pourrit, ça donne des gangrènes et ça donne des cancers. Comme ce moment où vous avez vu un grand mouvement sans leader, sans tête. Parce que chacun a senti le malheur, a senti la souffrance en lui-même et a décidé de se sacrifier pour que tout s'arrange.
Nous nous sommes battus depuis 1994. Nous sommes allés aux États généraux de l'éducation. Nous avons posé tous les problèmes des enseignants et de l'école. On a réglé, on a bien résolu ces problèmes, mais tout ce qui a été préparé n'a jamais été appliqué. Donc le vrai problème, à chaque fois que les enseignants posent un problème, on fait tout pour les calmer, on les tue et juste après on oublie. C'est pour ça que ce qu'on fait maintenant, ce sont des petits mouvements cosmétiques, juste pour amener les enfants, les enseignants dans la classe. Parce qu'à vrai dire, nous sommes allés négocier une fois avec un ministre qui s'appelait Belabapé. Il nous a dit, on va vous obliger à rentrer dans les salles de classe. Nous avons dit, nous pouvons rentrer dans les salles de classe, mais nous ne ferons rien. Il nous a dit, ce n'est pas un problème. Notre problème est que vous rentrez dans les salles de classe et qu'il n'y ait pas de désordre dans la cour. Donc, à proprement parler, l'école au Cameroun est un enclos, c'est une garderie, juste pour garder les enfants avant que pour qu'ils ne dérangent pas. D'accord. Parce qu'en fait, la qualité de l'école ne compte pas. Ne compte pas. On va continuer à enrichir vos propos tout à l'heure, professeur Takougan. On marque une courte pause, madame, monsieur. À tout de suite. Décidément, Cédric Dieng, merci. Il fait exprès. Croyez-moi. En tout cas, madame, monsieur, merci infiniment à vous qui nous retrouvez seulement maintenant sur Radio Equinox et bonjour chez vous comme chaque matin. Nous évoquons ce matin la question de la crise sociale avec cette revendication, ces revendications des enseignants. Et pour en parler ce matin, nos différents invités, professeur Thomas Atenga, je ne sais pas si c'est professeur ou docteur Jeannette Bougain, professeur déjà, parce que je pense que la dernière actualité vous a évidemment permis de passer maître de conférence, si mes souvenirs sont exacts. Tout à fait, professeur Bougain avec nous ce matin sur Radio Equinox et au téléphone, Jean Takougan avec nous également. Bon, Benga, tout à l'heure on a commencé à évoquer, on va dire, les caractéristiques de crise sociale relativement à ce mouvement des enseignants. Quelles sont vos observations? Non, la première observation, c'est que le gouvernement est resté, mais je pense que c'est, j'allais dire, c'est ce que nous avons hérité de l'administration coloniale française, la répression, la corruption et le mensonge. Et j'ai un aîné qui aime souvent me le rappeler. Dans cela, ils sont restés dans une posture de doléances. Donc, donnez vos doléances, les doléances, déposez les doléances. C'est-à-dire que il lui appartiendra le moment venu, au regard d'un chronogramme, d'un programme et des opportunités que lui seul sait. Il pourra subvenir, si besoin est, à cette doléance-là. Mais on oublie que dans un mouvement syndical, c'est au moins à 4 niveaux. Il y a des doléances, il y a des revendications, il y a des réclamations, il y a la contestation. Donc c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, professeur Atenga, tout à l'heure. Vous dites crise, on met tout dans crise. À quel moment ça devient mouvement? D'en dire que, et c'est ce qui s'est passé avec le mouvement anglophone, la crise en zone anglophone. Je vous disais ici à l'époque que lorsqu'un enfant vous sort le matin, votre enfant vous dit « Papa, j'ai mal à la cheville », vous n'achetez même pas un Simon Oxy de 100 francs pour que maman, tu dis non mon fils, bon, essaye de voir peut-être parce que il a oublié ou alors il a dormi hier, il n'a pas vu, tu dis, bon, vous dites, ah bon, l'enfant, la douleur, vous passez. Le lendemain, ça va nécessiter peut-être une chirurgie. Donc, ainsi de suite. Donc, ça dépasse le stade de baume. Ça dépasse le stade de massage. Ça va nécessiter une chirurgie peut-être parce que c'était un problème de ligaments qu'on pouvait, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc comment ça peut même s'infecter. Et une tumeur va arriver. Alors qu'on aurait pu résoudre un problème avec 100 francs. Parce qu'on vient là, on masse, peut-être le sang s'était coagulé, l'enfant jouait à la cour, et ainsi de suite. Et après, on va dire que cet enfant, il va poser des problèmes. Non seulement vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais 4e, 5e jour, il va dire à sa maman, maman, dis-moi, est-ce que c'est mon père? De manière inconsciente, il va poser le problème d'infidélité de sa maman. Donc, vous voyez comment le problème va arriver. Alors qu'au départ, départ, il a dit, papa, sortez, papa, j'ai mal au pied. Bon.
Donc, voilà comment les crises vont arriver. Maman, si, bon, elle ne va pas avoir le tact nécessaire en disant non, c'est ton père, laisse. Elle veut marquer un temps de repos. L'enfant, un temps psychologique, va regarder sa maman dans les yeux. Bon, maman, elle va gratter la tête, va se dire, est-ce qu'un jour j'avais fait une escarpade? Bon, voilà. L'enfant va commencer à intégrer que je peux ne pas être l'enfant de mon père. Vous voyez comment parce que j'ai demandé qu'il me soit. Voilà, tout à fait. Oui. Vous voyez comment ça peut, un petit problème d'un Simon Obsig de 100 francs pouvait régler, va générer une déchéance d'une famille. Oui. D'une famille, et l'enfant risque même d'avoir une tumeur, on va couper le pied. Et le mariage va se disloquer, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cela qui arrive. Et ils l'ont rappelé tout à l'heure. Et leur aîné qui est aujourd'hui décédé, Jean-Marc Ella, prévoyait cela. Il avait commis un ouvrage, cela. Je l'ai d'ailleurs ici, l'irruption des pauvres. Elle a dit, un jour la société va se lever contre l'ingérence, le pouvoir et l'argent. C'est là, on y est déjà. Donc comment le gouvernement qui a la charge de régler les problèmes ne veut pas le faire? C'est là où nous en sommes. Donc la crise de confiance est déjà arrivée et malheureusement on ne va plus entendre le fait que non, voici l'échéancier. L'échéancier voudrait d'abord dire que vous résolvez ce qui est le passif et maintenant on regarde l'avenir. Nous avons une dette de 1000 francs, donc payer la dette. Après les autres mois, on verra. Payer d'abord la dette, parce que, comme disait Cancan, quand je regarde ton yeux là, c'est les yeux, voilà, c'est pas les yeux. Non, c'est ça le castigare ridando modesto. C'est-à-dire que, qui le disait, c'est Francis Bébé. Il dit, pour avoir la température réelle de la société, il faut écouter ces musiciens, il faut écouter ces humoristes. On ne peut pas. Donc, quand dit, gens, j'ai regardé ton yeux, quand j'ai fait ceci, et Dave Mortor commence à parler de l'homme bien de là-bas. Bon, on pense que c'est des choses, bon, il fait rire. Non. Il corrige les mœurs. Est-ce que le gouvernement fait donc ça? Oui, le gouvernement était au courant de ça. C'est pour cette raison, justement, qu'on ne veut pas qu'il y ait des centres culturels camerounais. On ne veut pas qu'il y ait un théâtre national. On ne veut pas qu'il y ait un orchestre national. On ne veut pas. Donc, c'était fait exprès. Ce n'est pas le FMI. Parce que je vous rappelle, je vais terminer par là. Lorsque le chef de l'État lance le 6e plan quinquennal, le 14 août 1986, il avait dit qu'il n'irait pas au FMI. 2 mois après, le ministre des Finances de l'époque, Sadouaya, te dit, mais on est même déjà au FMI. Mais attendez, comment se fait-il que le chef de l'État vienne parler? À l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre. Le ministre des Finances vient parler. Vous vous dites, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, en le disant, il prie d'un pays à revenu intermédiaire, ça veut dire qu'il a des réserves, il a. Et en plus, quand il donne des chiffres, c'est bien le ministre des Finances là qui, en dernier ressort, coordonne tous les projets que le gouvernement a mis en place, le ministère de l'équipement, ainsi de suite, et il vient parler. Et le ministre vient contrarier le président de la République 2 mois après. Donc, vous voyez que c'est pas bon. Ça veut dire que le gouvernement ne veut pas résoudre les problèmes et pour cela, mieux vaut qu'on reste là. Quand j'ai dit rester là, ça veut dire que le mouvement engagé par les enseignants du primaire et du secondaire nous amène à marquer un temps d'arrêt, à résoudre le problème et à prendre un nouvel envol. Oui, alors professeur Atlenga, il y a cette réponse à donner à cette crise, à ce mouvement, comment donc faire, comment résoudre ce mouvement. Alors il y en a qui estiment que si le gouvernement est face à un dilemme, si le gouvernement écoute et satisfait les demandes, les revendications des enseignants, il y a un risque, on va le dire ainsi, d'effet domino qui va entraîner, on va dire, des revendications similaires d'autres corporations et que le gouvernement a intérêt à ne pas montrer, on va dire, un peu de largesse vis-à-vis des anciens. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on ne demande pas au gouvernement d'être large. On demande au gouvernement de donner aux enseignants ce qu'ils réclament en termes de droits. Donc ce n'est pas un problème de largesse. Maintenant, quand il y a une crise structurelle
qui débouchent sur des mouvements sociaux, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et que les syndicats enseignants ont aidé le gouvernement à faire, à identifier les problèmes. Ça, les syndicats l'ont fait à la place du gouvernement. Il y a d'abord les problèmes d'ordre structurel, dont les processus en matière d'intégration, etc. Ça, c'est un volet. Donc, corriger tous ces dysfonctionnements qui, n'est-ce pas, engorgent les processus d'intégration, de changement d'indices, de paiement des primes, etc. etc. Maintenant, deuxièmement, régler la dette. Parce que si tout avait été bien fait en amont, on ne serait pas aujourd'hui avec cette dette. Je vous ai pris un exemple. Nous avons des collègues qui sont passés chargés de cours il y a 5 ans, qui sont juges de conférence, mais qui touchent encore le salaire chargé de cours. Tout ça, c'est quoi? C'est la dette qui s'accumule, qu'il faudra bien, à un moment donné, par exemple, le gouvernement payer. Le gouvernement devra payer. Donc, il y a d'abord des problèmes structurels à gérer. Maintenant, il y a des problèmes qui sont les conséquences de ces dysfonctionnements structurels que l'État doit régler. Et les conséquences de ces dysfonctionnements structurels, c'est d'abord la dette qui s'est accumulée. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? On la paye comment? Quand? D'abord, ce qu'on veut, c'est quand? Comment? On est conscient que l'État fait face à un ensemble d'engagements. Mais ce que les enseignants demandent, c'est un échéancier avec, au besoin, une commission qui vérifie qu'à telle date, ceci sera fait et sera payé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les solutions ne vont pas tomber du ciel. Les solutions pour régler ce type de crise sont connues. Et deuxième chose, on ne peut pas faire l'économie de ce qui se passe en oubliant que nous avons fait de mauvais choix politiques et stratégiques. Depuis 90, on disait qu'on est en crise, mais on a multiplié les institutions. Est-ce que vous entendez les gens du Conseil économique et social gréver? Non. Mais cette institution sert à quoi? Nous parlons du Sénat. On dit qu'on est en crise, on est face à des défis sécuritaires, etc. On a créé, il y a des pays qui vivent sans Sénat. Est-ce qu'ils ont des problèmes en termes de missions, etc., etc. Il y a toutes ces commissions interministérielles, ces commissions bidules, théodules, etc., qui consomment des budgets qui n'ont jamais rien apporté comme solution. Donc, il y a des moyens de rationaliser la dépense publique pour payer cette dette. Et je pense, comme tout État, il y a des leviers que l'État, on appelle tout à l'heure la caisse autonome d'amortissement, il y a un ensemble d'institutions qui peuvent venir. Si on a pu trouver 3 000 milliards pour faire une kermesse pour le football, j'ai rien contre le football, nous sommes tous les enfants de la balle, on peut aussi faire ce sacrifice. On a dépensé 75 milliards pour offrir des ordinateurs qui se gâtaient 48 heures après. Bon. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Et pourtant... C'est la conséquence de mauvais choix politiques et stratégiques. Et maintenant, quand on fait des mauvais choix politiques et stratégiques, qu'est-ce qu'on fait? On assume, on ne cherche pas de bouc émissaire. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que nous vivons, c'est la conséquence de mauvais choix politiques et stratégiques. Et notamment, le choix qui a été de privatiser l'école, de marchandiser l'école et abandonner l'école publique comme l'école du pauvre. Et c'est la conséquence de ce choix politique et idéologique que nous subissons aujourd'hui. Et est-ce que, parce que on nous signale qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses d'État et qu'il y a une crise économique, qu'il y a des problèmes, est-ce que il n'y a pas d'argent, la douane est fermée. On signale qu'il n'y a pas d'argent. On a fait l'émission ici avec des économistes qui nous ont, qui ont peu un tableau sombre. Alors, si nos recettes fiscales, nos recettes douanières. Si le Cameroun n'a pas 181 milliards pour solder la dette d'une institution aussi fondamentale que l'école. Parce qu'une société tient sur quoi? C'est la famille, l'école, le travail et après les croyances. Ce sont les 4 grandes institutions sur lesquelles repose toute société. Donc, et si l'école ne fonctionne pas, dysfonctionne, vous n'avez pas de bons citoyens. Vous n'aurez pas un capital humain productif et sur lequel vous pourrez tirer des dividendes, ce que certains appellent le dividende démographique. Donc, ce que nous sommes en train de jouer là, les conséquences, c'est peut-être pas sur nous, pour nous commençons à être sur la pente descendante, mais c'est sur les générations. Nous sommes en train de compromettre, briser les rêves de tous ces millions de jeunes Camerounais. Moi, j'ai enseigné en communication cette année, j'ai 1500 en première année communication. Les yeux brillent, mais qu'est-ce qu'on a à leur offrir?
Vraiment rien. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Oui. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous avons fait de mauvais choix politiques, nous avons misé sur la politique politicienne, nous avons misé sur ce que j'appelle la conservation du pouvoir au détriment de toutes les autres institutions qui sont la base de toute société. La famille, on voit tout ce qui se passe, et puis l'éducation, l'école. Nous disons la Chine, nous parlons du Brésil, tous ces nouveaux. Mais c'est le tournant, le choix politique qu'ils ont fait dans les années 70 pour tout miser sur l'éducation. 25 ans après, 30 ans après, nous allons nous endetter là-bas. Malheureusement. Or, nous sommes en train de rater un tournant, alors que nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller plus vite que ces pays-là allaient dans les années 70, parce qu'avec l'évolution technologique, l'éveil de notre jeunesse qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire des choses, nous avons les moyens d'aller plus vite aujourd'hui. Nous pouvons encore sauver l'école. Nous parlons de 181 milliards. Là où certains ont... Excusez-moi. Nous ne parlons pas de 1000 milliards, nous parlons de 181 milliards. Et il y a des institutions ici qui consomment ça, qui font des dépassements budgétaires de plus de 100%. Je ne vais pas les nommer. Donc nous pouvons trouver cet argent pour sauver l'école, une institution fondamentale de toute société. Mais, professeur Atega, quand vous parlez, on a le sentiment que nous avons à la tête de notre pays, de notre État, des suicidaires qui n'ont pas cette lecture et qui ne s'imaginent pas un seul instant que les choix qu'ils font vont compromettre, on va le dire ainsi, notre avenir dans les 30 prochaines années. Nous sommes dans le pays réel, c'est nous qui sommes au contact de cette jeunesse. Oui. C'est nous qui vivons dans des quartiers, et ils sont à Yaoundé, et dans un confort, dans l'hyper-réalité. Nous sommes dans la réalité, et ils sont dans l'hyper-réalité. L'hyper-réalité, c'est une réalité construite dans son imagination. Voilà. Or, nous sommes dans la réalité. Et ce que la réalité nous dit, c'est que nous sommes en train de compromettre pour longtemps, pas nous les enseignants, mais ceux qui font ces choix politiques, d'abandonner l'école. Vous avez là, une de nouvelles expressions, vous voyez ces messieurs en retraite. 15 ans. 35 ans. Le dossier de pension, il demande, il ne sait pas où c'est, il supplie ses anciens élèves. 15 ans de retraite. Voilà. Retraite depuis 15 ans. C'est une image, on va dire, forte, et d'ailleurs qui traduit le marasme dans lequel nous nous retrouvons. Professeur Daougara, on a tout à l'heure évoqué les solutions. Comment vous pensez que cette crise puisse être résolue tout de suite en termes d'action à faire, en termes de choix à faire là, tout de suite, ici et maintenant? Avant de répondre à votre question, je pense que c'est l'argent des enseignants qui manque. Ce n'est pas... Professeur Oga, c'est pas vous que je Ah, d'accord. Okay. Oui. Voilà. Parce que vous êtes plutôt... Voilà. Oui, allez-y, professeur Tarouga, allez-y. Pour résoudre cette crise, il faut d'abord avoir la volonté de la résoudre. Parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté. Je donne un petit exemple. Regardez les arriérés de correction des examens. Ce n'est pas l'État qui en fait paye les frais de correction des examens. Tous les enfants qui sont dans les classes d'examen, dès la rentrée scolaire, payent un montant. Alors, frais des examens, et ce montant est fixé par l'État. Comment est-ce que tous les enfants ont payé les frais de correction des examens? Et pendant 2 ans, les enseignants ont des arriérés de correction, de frais de correction. L'office de bac a son budget pour l'organisation des corrections et son personnel. La direction des examens a son personnel et son budget pour l'organisation des examens. Comment est-ce que les 3 budgets, ce qui est donné par les parents, ce qui est alloué à l'office de bac et ce qui est alloué à la direction des examens, ne permettent pas de payer les frais de correction? Et je vous assure que ces frais de correction ne sont payés sur la base de rien. C'est-à-dire que quand on se met à payer, on appelle un enseignant, on lui donne n'importe quoi, n'importe quel montant. Alors que, pour dire la vérité, les enseignants ne sont pas obligés d'aller corriger les examens. Parce que quand l'obligation de correction concerne la correction à l'intérieur de la classe, par exemple les corrections qui font partie
de l'enseignement, les devoirs supplémentaires qu'on donne, les séquences et tout. Et lorsque l'enseignant a déjà corrigé toutes ces séquences, à la fin d'année, rempli ses bulletins, rempli les carnets, son travail est terminé. Maintenant, il y a l'outil par la direction des examens, deux directions qui ont leur budget et leur personnel qui prennent le relais pour organiser les examens. Et il n'est donc pas obligé d'aller corriger. À partir de ce moment, commence un nouveau contrat qu'on devrait négocier avec lui. Or, on ne le fait pas. On le paye au lance-pierre et même quand l'argent est là, on ne paye pas. Donc c'est là je parle de manque de volonté. Deuxièmement, est-ce que l'État a essayé d'analyser cette crise dans toutes ses dimensions? Parce que quand moi je parle de la thérapeutie de l'implication, ça veut dire que vous avez mal au doigt. Au lieu de soigner le doigt, on vous cherche à vous couper la main. C'est ça la thérapeutie de l'implication. Et à chaque fois que les enseignants ont un problème, c'est ça qu'on fait. Et vous entendez la société à chaque fois. J'ai entendu les collègues là-bas parler de patriotisme. Mais je dois vous rappeler que le patriotisme n'est pas un plat qu'on partage à table aux heures des repas. Il n'y a pas des gens qui vont envoyer leurs enfants à l'école avec de l'argent. Ils vont soigner leurs enfants avec de l'argent. Et à d'autres, on leur demande de régler tous leurs problèmes avec le patriotisme. L'État, le patriotisme, j'ai entendu aussi un autre collègue dire que lorsque votre maman ou votre papa ne vous prend pas très au sérieux, vous sentez qu'il ne vous aime pas et vous commencez à vous demander que est-ce que je suis encore son fils? Je ramène ça au patriotisme. Dans ce cas, le patriotisme de chacun est proportionnel à la contrepartie que la patrie lui donne pour tout le service qu'il rend. Or, nous sommes dans un moment où il y a des gens qui travaillent et qui touchent, et les gens qui travaillent et qui ne touchent pas. Mais vous connaissez une autre administration où les gens travaillent à crédit. Comment voulez-vous demander aux enfants d'être patriotes alors que ce n'est que dans un secteur qu'on travaille à crédit? C'est un secteur totalement négligé, méprisé. Il n'y a que dans le ministère des questions éducatives qu'on a les maîtres des parents, qu'on a les maîtres de toutes sortes. Donc n'importe qui peut venir enseigner. Ça veut dire que ce n'est pas la priorité. L'État ne peut pas résoudre parce que ce n'est pas la priorité de ses priorités. L'État n'arrive là que tout simplement pour apaiser. Et le vrai problème est d'endormir. C'est un problème qui dure depuis 1994. Et il cherche. Moi, j'ai été membre d'une délégation. Nous sommes allés négocier chez le Premier ministre en 1994, un jeudi. Le samedi, on nous a nommés. Et en nous nommant, on croyait que nous allons prendre la nomination et abandonner les enseignants. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Les gens cherchent toujours le dilatoire, ils n'ont pas envie, parce que pour eux, j'ai l'impression que l'école, non seulement pour eux, ne vaut rien. Voilà, on a été coupé. Là, on va tenter de le rappeler. Voilà. Donc, Hermine, allez-y. Oui, on a bien compris que le professeur Takunga est un peu exaspéré, surtout face aux différentes recommandations et à tout ce qui se trame et se dit. Non, mais vous imaginez ça, vous allez négocier pour vos collègues qui revendiquent des choses très précises et le lendemain, au sorti de la réunion, le lendemain, on vous nomme un poste de responsabilité pour voilà, vous calmer un tout petit peu. On imagine que vous, en vous nommant, en vous donnant un poste et tous les avantages, article 2, que cela suppose, vous allez abandonner les revendications que vous avez. C'est du cynisme, clairement. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'on voit ce qu'il décrit en 94 et que nous sommes aujourd'hui en 2022, on se rend compte qu'on a tout fait pour couvrir la chose et qu'aujourd'hui ça explose à nos yeux. Le temps évidemment qu'on est à nouveau professeur Wogan, peut-être que professeur Wogan. Oui, peut-être demander au professeur Jeannette Wogan aujourd'hui quelles sont les différences notables entre une crise sociale et d'autres crises, notamment politiques, économiques et sécuritaires. Je pense qu'au niveau des crises politiques, ce sont plus les enjeux où un ou des individus veulent prendre le pouvoir. Or ici, on peut même penser que c'est davantage une crise alimentaire parce que quand les gens ne peuvent plus se soigner, ne peuvent plus s'alimenter, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux,
il est clair qu'on ne peut qu'observer que ce type de situation, parce qu'un enseignant qui gagne 125 000, ici il commence à travailler même à 25 ans, est-ce qu'à 55 ans, l'argent qu'il aura mis de côté pourra lui permettre d'acquérir un lopin de terre? Parce que moi j'invite les journalistes à descendre sur le terrain pour aller enquêter sur un parent enseignant au quotidien, et après aller aussi du côté du magistrat pour voir, ou du douanier, ou même de l'enseignant du supérieur, parce que ils sont combien à accéder à un lopin de terre? Nous cotisons, il y a, je crois, il y a un argent qu'on reverse au crédit foncier, mais combien d'entre nous ont accès à cela? On a construit les SIC, il y a les maisons de la SIC, mais combien d'enseignants ont réussi à intégrer ces maisons-là? Donc il y a ce mal-être qui ne peut qu'aboutir à ce type de crise, parce que ça concerne, ce mouvement concerne une corporation. Or, une crise politique peut être cette volonté du peuple dans sa généralité de vouloir enlever ceux qui sont en place. Mais est-ce que c'est ce que ceux qui revendiquent leurs droits aujourd'hui font? Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est le politique lui-même qui veut dérouter les enseignants de l'objectif qui est le leur, revendiquer leurs droits, de meilleures conditions de vie. Parce que quand je vous dis 125 000, avec 125 000, dans quelle ville du Cameroun vous pouvez vivre? Si vous donnez même seulement 60 000 francs, si vous êtes un homme et vous donnez 2 000 francs par mois, par jour à votre épouse, ça fait combien? Vous êtes pratiquement à 2 fois 3, ça fait 6. Vous êtes à 60 000 francs. L'autre moitié, vous payez votre loyer à combien? Parce qu'il faut parler de manière concrète. Avec les 60 000 francs, disons les 80 000 francs restants, vous allez louer quoi? Une chambre? Dans quel quartier? Parce que je ne suis pas sûr que le quartier où je réside est un quartier, enfin pas que je ne suis pas sûr, le quartier où je réside actuellement n'est pas un quartier où je devrais habiter, même si j'étais seulement enseignante dans un lycée. Ce n'est pas un quartier digne de me recevoir. C'est le type de quartier où je devais, en tant que professeur d'université, aller pour faire des dons. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour montrer dans quelle précarité l'enseignant vit. Donc l'enseignement ne fait pas partie de la priorité du gouvernement. Il faudrait bien qu'on le dise. Nous, on ne le dit pas parce qu'on attend d'être félicité ou pas. C'est un fait réel. Moi, je me demande souvent, mes collègues hommes, comment est-ce qu'ils font au regard des responsabilités qui sont les leurs? Parce qu'ils ont leur famille nucléaire à gérer et 2 familles, celle de l'épouse et celle et la leur. La vie sociale, les relations sociales. Quand un collègue a perdu sa mère, un ami a perdu son père, un ami a un mariage, un ami, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous dire que le salaire de cet homme-là ne lui permet pas de résoudre ce problème. Donc nous sommes même suffisamment forts mentalement pour continuer à tenir les deux bouts. Moi je félicite mes collègues, hein. Quand je vois ce qu'ils réussissent à faire, je me demande d'où est-ce qu'ils tirent l'énergie. Donc vraiment il était temps. On a trop supporté. Je pense qu'au final ça concerne tous les Camerounais. On n'a pas d'eau depuis des mois. On a eu l'eau quelques jours au début de la CAN. Depuis que la CAN est finie, on nous a aussi oubliés. On n'a pratiquement plus de lumière. Vous partez de chez vous pour un autre cas. Vous partez de chez vous, vous appelez tel ami. Il y a la lumière dans ton quartier, oui. On va pour charger le téléphone. Qu'est-ce qu'on fait du frigo? Qu'est-ce qu'on fait du fer à repasser? Vous sortez le matin, vous allez ailleurs repasser vos habits pour dire ok, voilà ce que je compte porter cette semaine. Est-ce que c'est normal au 21e siècle? C'est pas comme si on avait quelque chose contre ceux qui nous gouvernent. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment qu'on arrête un peu. Encore que qu'on nous permette de vivre décemment. Professeur, encore que vous avez le sentiment que ceux qui vous gouvernent ne font pas ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas à rougir d'avoir quelque chose contre eux. Oui, mais le problème est que quand on en parle, c'est comme on est toujours dans la logique de déstabilisation. Exactement. Pourquoi est-ce que le fait de dire que je suis malade, on me prescrit un IRM, je n'ai pas l'assurance maladie, encore que même quand on a l'assurance maladie, parfois il faut aller faire cet IRM avant de se faire rembourser. Quand vous allez à l'hôpital public, moi je vais à l'hôpital public quand je suis malade, parce que je me dis, les médecins qui y travaillent sont, je sais pas, hein, quel est même le bon terme pour expliquer. Je fais confiance à ces médecins-là. J'y vais parce que c'est accessible. Mais il arrive qu'on me prescrive des examens et je dis,
30 000 francs, non, on va dire 45 000 francs pour faire seulement des examens. Où est-ce que je vais prendre cet argent? Mais pourtant, je suis enseignante du supérieur. Et quand je suis dans cette posture-là, qu'en est-il de peine ni d'âme là que nous voyons à la une du journal? Je vous assure, ce papa... Oui, l'enseignant du primaire qui gagne 125 000, s'il a la même maladie que moi, qui réfléchit avant de sortir 50 000 seulement pour les examens, sans l'ordonnance. Imaginons, parce qu'il faut être concret. Même celui du secondaire qui gagne dans les 225 000 francs. Un appartement digne de ce nom coûte combien dans la ville de Douala? On ne parle pas de Bonapriso parce que ce ne sont pas les quartiers pour nous. On ne parle pas d'Aqua, ce ne sont pas les quartiers pour nous. Pourquoi, oui, parce que les maisons coûtent 250 000 francs, donc c'est plus de la moitié de mon salaire. Une maison devrait être le 1/3 du salaire. Est-ce que ce salaire-là, quand c'est l'homme qu'on dit chef de famille qui gagne cet argent, est-ce qu'il peut aller, s'il gagne 300 000, est-ce qu'il peut aller vivre dans une maison de 150 000 francs? Il ne peut pas. Et lorsqu'il a des enfants, même parce que les lycées, même on disait que c'était pour les pauvres. Mais aujourd'hui, les enseignants du supérieur envoient leurs enfants dans les lycées. Parce que l'enseignement dans certaines écoles privées est à questionner. Et parfois même du fait de la proximité, il faut envoyer son enfant dans l'école la plus proche. Mais est-ce qu'on a ces moyens-là? On n'a pas ces moyens. Vous achetez une voiture, vous êtes obligé de vous en débarrasser parce que ce n'est pas un 4x4. L'accessibilité est difficile. Qu'on ne vienne pas nous dire que nous voulons déstabiliser le pays, que les gens fassent juste leur travail. Parce que tout ceci résulte de quoi? De l'inertie. Donc d'abord l'impunité. Parce que quand on dénonce, on ne punit pas. L'inertie s'est installée. Le clientélisme s'est installé. On vous dit, quelqu'un dépose un dossier, les mêmes éléments qu'on lui a demandé quand il déposait son dossier du recrutement, chaque fois qu'il passe à l'indice supérieur, il doit reproduire les mêmes éléments. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Je sais qu'au niveau du supérieur, on n'a pas les mêmes problèmes que ceux des deux autres sous-secteurs. Mais il y a jusqu'ici, comme professeur Atenga l'a dit, des enseignants qui l'effet de l'avancement n'a pas, on ne voit pas ça dans leur bulletin. Donc on vous dit ok, votre indice a effectivement changé, mais le rappel vous ne l'avez pas. Est-ce que ce n'est pas être patriote, savoir que ok, on nous a fait des promesses comme quoi on va être payé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va être payé. On a des collègues là qui sont décédés déjà, hein. Ils attendaient des avancements. Et leur agence, quand ça se passe la comment? La prime de suggestion. Professeur, ça se passe comment quand on décède? Je pense que c'est le ministre de l'administration de la fonction publique qui peut répondre à cette question. Parce que moi, je parle de la réalité. Donc ils engloutissent forcément l'argent des gens. C'est pas exclu. Puisque nous corrigeons, nous encadrons les mémoires. Quand on encadre un mémoire, on reçoit un petit forfait. Quand on dirige une thèse, on doit être payé. Mais je puis vous dire qu'au niveau des masters, ce n'est pas le cas. Moi, je ne connais pas d'enseignant depuis que je suis arrivé à l'université de Douala de ma faculté ayant touché cet argent-là. Mais on se dit toujours, parce que pour changer de grade, de chargé de cours à maître de conférence, vous devez avoir encadré au moins 6 mémoires. Ça veut dire que en tant qu'encadreur, ça devrait faire 30 000 francs multipliés par 6. Moi, j'en ai au moins 10, je n'ai jamais reçu un copain. Mais c'est pour dire que ceux qui disent qu'on n'est pas patriote, ce sont eux. C'est sur eux qu'on doit jeter la pierre, pas sur les enseignants. Parce que quand vous observez, et je le redis, certains enseignants qui continuent d'aller dispenser les cours dans le secteur public, il y en a qui sont entrés à l'école normale parce que c'était le neveu d'eux. Parce qu'il est tenu par, il se dit, si je me rallie au mouvement, je risque d'avoir des problèmes. Bon. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux dans ce cas. Ils sont nombreux. Tellement nombreux. Oui, professeur Thomas Atenga, avec tout le chapelet de faits égrenés par le docteur Jean-Noël Wongue. Professeur, désormais. Okay, ils ont habitué la peau dure, hein, il faut dire. Non, c'est parce que c'est une femme, en fait. Non, ça n'a rien à voir, professeur. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes habitués, on ne s'en plaint pas. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Je vous assure, c'est la peau dure. C'est ce matin que j'ai modifié le D en mettant le P. C'était le docteur. Voilà, donc, excusez-nous. Allez-y, Hermine Mailly. Comment, avec tout ce qu'elle a égrené comme difficulté rencontrée sur le terrain par les enseignants et de la base et du supérieur et du secondaire, comment le politique fait-il
à être focalisé sur la déstabilisation et la manipulation? Le politique fait la politique depuis 90. Le politique ne construit pas le pays. Depuis 90, nous faisons la politique. Ça se traduit par quoi? Le nombre des ministères a explosé. On a empilé, comme je dis, des institutions budgétivores. On a triplé le nombre des ministères qui consomment du budget qui aurait pu aller dans les secteurs qui construisent un pays. Depuis 90, nous faisons la politique. Des arrangements, on donne un petit bout de gras à un tel, on donne nos arrangés à un tel. Ça consomme, pendant ce temps, un domaine comme l'éducation. Les secteurs sociaux de base, éducation, santé, habitat. On parlait, je ne veux pas refaire le même chapelet. Nous ne construisons pas le pays, ne nous faisons pas d'illusions. Tous ces immeubles que nous voyons, ce n'est pas ça construire un pays. Construire un pays, c'est le capital humain, c'est la ressource humaine. C'est elle qui nous rend compétitifs, ce n'est pas ces immeubles que nous voyons. Donc nous avons raté un tournant historique, et là nous sommes à l'orée, nous dit-on, de quelque chose qu'on appelle succession. Nous risquons encore de rater, parce que ceux qui sont en position de contrôler ce qui va se passer ne veulent pas construire le pays. Donc, professeur, face à cela, parce qu'on dit quand même, moi je suis un peu étonné de savoir que c'est sous la main comme ça que l'on constate tous ces différents faits. Mais ils sont focalisés sur le fait de crier qu'il n'y a pas d'avancement, on est payé à 2/3, il n'y a pas de prime, et il n'y a pas de forfait, comme évoquait professeur tout à l'heure. Il n'y a pas. Que face à ça, l'on pense qu'au complot et à la manipulation. Donc l'enseignant aujourd'hui n'est pas cet adulte mature, encore qu'il ait l'intellect, c'est lui qui est censé donner le savoir aux autres. Est-ce qu'il n'a pas cette maturité pour comprendre, ou alors est-ce que c'est le politique qui refuse de comprendre en fait quels sont les véritables problèmes posés par le corps des enseignants? Moi je pense que s'il y a complot, il faut plutôt inverser. Il y a complot contre le tiers-État, contre le corps social. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, depuis 90, nous faisons la politique, nous ne construisons pas le pays. L'État a brisé les partis politiques. Les seuls corps sociaux qui faisaient contre-pouvoir à ce pouvoir absolu et infini, qui n'a pas de limite, c'était l'enseignement, c'était les médias. Ils sont en train de vous briser. Je sais de quoi nous parlons. Oui, tout à fait. Ce qui reste comme corps social structuré, qui fait encore contrepoids à ce pouvoir illimité, c'est l'enseignement. Et l'enseignement public qu'ils ont choisi de briser. S'il y a complot, c'est de ce côté-là. Parce que nous faisons la politique depuis 90. Nous ne construisons pas le pays. Nous ne bâtissons pas un pays. Oui. Ne nous trompons pas sur les beaux stades. Ne nous trompons pas sur les immeubles qui ont poussé ici et là. Qu'est-ce qui nous reste en termes de capitalisation des cerveaux, en termes de bonification, de formation tout au long de la vie, comme on dit? Il est inadmissible qu'à l'heure de l'informatique, il y a quelques mois, quand on voulait nous taxer les téléphones, on a amené un génie, quelqu'un qu'on nous présentait comme un génie, qui avait la solution pour qu'on nous taxe les téléphones. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir des génies qui règlent ce problème de dématérialisation des procédures. Alors que les budgets informatiques des ministères, si vous les regardez, mais il y a un sérieux problème. Donc le dire ne veut pas dire, enfin je ne sais pas, ça peut être interprété comme on veut, mais c'est la triste réalité. Nous avons 60 ans d'indépendance. Nous n'arrivons pas à trouver une procédure pour dématérialiser tout ce qui se passe. Vous savez, souvent quand nous allons dans des colloques, etc., un jour nous causions avec des collègues sénégalais, et puis un collègue parle, j'attends mon rappel, et puis tout le monde, c'est quoi le rappel? Bon. Nous sommes ridicules, oui, c'est quoi le rappel? Partout ailleurs, si vous commencez à travailler, on vous paye tout de suite quand vous commencez à travailler. Bien sûr. L'expression rappel, c'est des une invention camerounaise. Typiquement camerounaise. Donc, parfois nous nous trouvons comme ça, ridicules aux yeux du monde. Vous ne pouvez pas dire à des collègues que ça fait, je suis maître de conférence depuis tant, je suis passé procès depuis tant, mais je n'ai toujours pas les effets financiers. Mais la première question, mais comment tu fais pour aller travailler? Mais écoute, mais barre-toi de là, Thomas, ou barre-toi de là, un tel, parce qu'ils ne comprennent pas. Oui. Malheureusement,
Donc quand je dis que depuis 90, nous faisons la politique, nous ne construisons pas le pays. Parce que si on voulait construire ce pays, on allait miser sur l'éducation, miser sur l'école publique. Malheureusement, on est en train de la détruire parce que ça restait le seul corps social qui faisait contre-pouvoir à ce pouvoir sans fin et en tout sans cas, limite. Je retiens, professeur Atega, vous avez dit on a brisé les partis politiques, et d'ailleurs on le voit, c'est les faits, on a brisé également les médias, on le voit, c'est les faits, voilà, et maintenant on veut briser l'enseignement public. Madame, monsieur, on va marquer une courte pause, on va rester avec vous, à tout de suite. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 670 54 70 49, 670 54 70 49, c'est l'instant des auditeurs. En attendant certainement d'avoir un auditeur en ligne, Bonbon Bengan, avec tout ce chapelet de faits égrenés par les différents invités sur ce plateau, qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui, dans la posture d'un enseignant, comprendre? Non, on a demandé le citoyen, c'est ce qu'il fait, de ne pas répondre aux provocations du gouvernement. En réalité, c'est le gouvernement qui provoque les citoyens depuis 1991. Je peux vous égrener le nombre d'actions dans ce sens, mais c'est seulement que maintenant, le citoyen doit apprendre à être citoyen. Parce que là, peut-être c'est l'Église qui nous a amené ça. On attendait un sauveur, on attendait. Maintenant, il faut qu'on reste dans la posture de la citoyenneté, c'est-à-dire revendiquer ses droits. Merci, Ngomonga. Auditeur en ligne, allô? Allô, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais participer à l'émission. Oui, nous vous appelons comment? Oui, je m'appelle Salas, de la zone industrielle. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, madame, actuellement, c'est l'enseignement supérieur qui est en train de préparer les grèves, d'après ce que j'entends ce matin là. Oui. Ah. Mais il faut dire que pourquoi depuis tant d'années, il reste toujours, tous les filières restent toujours dans l'ombre. Il faut toujours attendre un moment donné pour que tout s'embrase une seule fois comme ça. Il se lève pour pouvoir faire les réponses. Ça c'est ma question. Et de deux, pardon, je voudrais un peu demander à M. Mbatoula, s'il vous plaît. Hier soir, j'ai suivi à l'émission. M. Mbatoula n'est pas là, monsieur. Monsieur Michel Fopossi. Fopossi, pardon. Hier, j'ai suivi monsieur le président d'Equinox, là, le directeur d'Equinox, dans un papier. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'est pas bien suivi, mon téléviseur s'est arrêté là, il n'est pas suivi ce qui s'est réellement passé avec Equinox. Merci, monsieur. Oui, d'accord. Cher ami, pour la première question, même le paludisme a un moment d'incubation. Le jour où le moustique vous pique, ce n'est pas le jour où vous avez le palud. Vous comprenez, c'est cela, c'est-à-dire que nous sommes les êtres humains, on sait qu'on peut attendre, on peut supporter. Supporter veut dire quelque chose n'est pas bien. On attend, on supporte, on met son énergie propre pour penser que demain sera mieux. Et lorsque on est dans une situation où c'est pratiquement le blocage, on fait comment? Et cela donc... Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous vous appelons comment et réaction? Monsieur Diofo. Monsieur Diofo, nous écoutons. Je vais participer à l'émission, madame. Allez-y. Bon, oui, j'ai voulu vous faire comprendre que les enseignants, ce qu'ils font, très normal de le faire. Mais entre-temps, les élèves de première année dans les lycées, là, j'aimerais qu'on les fasse rester à la maison parce que ça rend les enfants plus délinquants. D'autres sorties rejoindre à la maison à 19h. Si on les fait rester à la maison jusqu'au jour que la grève finit, tant mieux, ils reprennent l'école normalement parce qu'ils ne sont pas encore majeurs. C'est ma participation, madame, et bonne journée. Merci. Non, mais ce n'est pas l'enfant de dire à l'élève de rester à la maison. Nous appartenons à ce qu'on appelle communauté éducative. Le parent, quel est son rôle? Nous avons payé les frais d'APE. Est-ce que nous on demande à quoi ça sert? Et il y a l'apprenant et il y a l'enseignant. Maintenant, l'enseignant est dans cette situation-là. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à l'apprenant? C'est ensemble que nous devons voir avec et le chef d'établissement et le gouvernement qui doit régler le problème. Auditeur en ligne, allô?
Oui, bonjour Madame Aïe. Bonjour monsieur. Vraiment, vous êtes excellente, vraiment, vous êtes excellent là-bas. Mais excusez-moi, je n'ai que le CEP de Aïdjo. Bon, vraiment, je ne sais pas comment une administration fonctionne. Je voulais demander que, mais n'est-ce pas, payer les fonctionnaires avec l'argent du contribuable que nous sommes? Parce que je ne sais pas s'il y a encore c'est un président ou bien un ministère qui fait le choix de payer les fonctionnaires. Je crois que tous les fonctionnaires doivent être payés avec l'argent du contribuable. Mais qu'est-ce qu'il y a que d'autres ont leur argent, ils ne peuvent jamais gréver comme l'armée et la justice, ils ont leur argent, mais d'autres n'ont pas. Pourquoi? Je vous en prie, je ne sais pas trop, ou c'est parce que je suis un illettré que je ne sais pas, ou je ne connais pas trop. Oui, en tout cas, on a essayé de répondre à la question dans cette émission en disant que on n'a pas privilégié, on a abandonné l'école. Donc vous comprenez on a refusé de payer les fonctionnaires. On a coupé les salaires en 1994, soi-disant, parce que le terme du gouvernement c'était quoi? Les effets mécaniques de la dévaluation vont amener nos pays à sortir la tête de l'eau. On en est où? D'accord. Donc aujourd'hui même le Bobolo a connu une cure d'amaigrissement terrible. Donc, ok, on va s'arrêter là pour ce matin. Peut-être un des mots, professeur Tataougan à Yaoundé, un des mots, professeur. Oui, je dois dire que la crise, c'est ce qui est caché, l'attente, les sociétés. Les antagonismes fondamentaux, le cheminement au cœur des nouvelles réalités. Et en même temps, la crise nous est théoriquement sur la part immergée de l'organisation, sur ses capacités de survie et de transformation. Elle met en marche tout ce qui peut changer la crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins masqués par les actions quotidiennes. Donc, avec tout ça, les gens qui croient qu'ils vont taper sur la grève et que tout s'arrête. Plus on reste, plus les gens sont plus les gens se renseignent et plus les choses seront difficiles. Il faudrait qu'à la fin, tous les problèmes qu'on a là, on fait exactement le problème de la place de l'enseignant d'école dans la société camerounaise. D'accord. J'ai entendu les parents. Alors, on a un petit souci avec la qualité sonore, hein. Professeur Tataougan, merci beaucoup. On a un petit souci avec la qualité sonore, donc malheureusement on ne pourra pas ouvrir les télécommunications, ça pose aussi un problème au Cameroun. Alors, professeur Atenga, on va sortir un dernier mot quand même. Oui. Un dernier mot, on va dire l'histoire est parfois têtue. Et la dette des enseignants, 181 milliards, est pratiquement l'équivalent des 180 milliards distraits pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui. Ce que les enseignants revendiquent aujourd'hui, réclament aujourd'hui en termes de dette, c'est l'équivalent de ce qui a été pris pendant le Covid. Et donc c'était juste... Oui, bien sûr, c'est une image tout à fait. Voilà, professeur Wogang. Nous espérons tous que les enseignants vont être réhabilités et qu'enfin leur dignité soit rétablie. Oui, merci donc à vous d'avoir été là ce matin. On reçoit beaucoup de félicitations parce que beaucoup estiment bien qu'on devrait tous les jours avoir un plateau comme celui-ci. Il y avait des universitaires qui viennent et qui discutent. Ça change parfois, des hommes politiques qui viennent faire des joutes. Ils veulent un débat pédagogique. En tout cas, ils apprécient tous. Bon, c'est pas tous les jours qu'on aura professeur Tenga quand même. Mais bon. Merci. Voilà, merci professeur. Du privilège de venir à Equinox c'est un trouble. C'est une marque de soutien à ce qui vous arrive. Voilà, merci professeur. On se retrouve demain 6h, madame, monsieur. Bonne journée sur Radio Equinox. Bonjour chez vous. Information et divertissement. Entre 6h et 9h.